Mary Ann Carver était une mère célibataire de 40 ans. En 2004, elle a décidé de s'offrir une croisière entre Seattle et l'Alaska. Elle était partie précipitamment, n'avait pas vraiment prévu ce voyage et tout deviendra encore plus étrange lorsqu'au milieu de sa croisière, elle va simplement disparaître sur le bateau. Pire encore, après ça, le personnel de bord décidera de poursuivre la croisière comme si de rien n'était. Pour tout savoir sur la triste et très mystérieuse histoire de Mary Ann Carver, lançons-nous maintenant dans la vidéo. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je viens vous parler d'une histoire qui est très importante parce que c'est grâce à cette affaire, vous allez voir qu'il va y avoir plein de changements au niveau des lois, etc. pour tout ce qui touche les croisières. Moi, j'ai appris énormément de choses qui sont au final assez flippantes sur l'univers de la croisière. Plein de choses un peu étranges s'y passent et voilà, moi ça m'a pas du tout rassurée, donc voilà, je suis désolée si ça vous crée de nouvelles angoisses. Peut-être qu'après ça, vous auriez pas spécialement envie de partir en croisière. Moi personnellement, ça me dit plus vraiment. Mais voilà, cette histoire est vraiment triste, vraiment très mystérieuse, vous allez voir. Donc voilà, je suis contente de vous la raconter aujourd'hui. Avant de commencer, comme toujours, je vous rappelle de vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Je vous rappelle aussi qu'il y a mon compte Instagram qui s'affiche en bas quelque part. Et vous pouvez aussi vous y abonner pour suivre un petit peu mes petites actus, ma vie au quotidien, pour qu'on puisse parler ensemble. Voilà, c'est chouette, donc n'hésitez pas à venir vous y abonner également. En tout cas, maintenant que tout ça est dit, eh bien lançons-nous dans cette triste affaire. Mary Ann Carver est née le 3 avril 1964 aux États-Unis dans la ville de Cambridge dans l'état du Massachusetts. C'était une ancienne bancaire qui aimait écrire et voyager. Son père l'a d'ailleurs décrit comme une personne performante mais aussi sensible qui était toujours en voyage et qui aimait l'aventure. En 2004, Mary Ann avait donc 40 ans et à ce moment-là, elle vivait seule parce qu'elle avait récemment divorcé. Elle avait à ce moment-là une fille qui avait déjà 13 ans dont elle partageait la garde avec son ex-mari. Donc en fait, sa fille était chez elle pendant toute la période scolaire et pendant les vacances, eh bien, elle allait chez son père parce que son père habitait en fait en Angleterre, donc sur un tout autre continent. Mais bon, pendant cette période où sa fille était en Angleterre, eh bien Mary Ann restait très proche d'elle et l'appelait au moins une fois par jour. Mais donc à présent, parlons de l'été 2004. Mary Ann s'était en fait prévu des vacances à la fin du mois d'août. Par contre, ce qui est étrange ici, c'est qu'elle n'avait prévenu personne qu'elle partait. Elle avait simplement réservé son séjour, fait ses valises et pris la route. Sa famille était donc pas au courant de son séjour, mais bon, en soi, Mary Ann avait l'air d'être le genre de personne assez impulsive et disons que c'était pas inhabituel qu'elle prenne des décisions plus ou moins grandes à la hâte en avertissant en fait personne autour d'elle. En soi, je pense que c'était une femme très indépendante, elle était toute seule, il y avait personne chez elle, donc elle s'est dit pourquoi pas me prendre des vacances. Oui, elle n'a pas prévenu sa famille alors qu'elle semblait proche de sa fille, comme je vous l'ai dit. Mais bon, paraît-il que ça lui ressemblait. En tout cas, le vendredi 27 août 2004, Mary Ann a pris l'avion à partir de Boston à destination de la ville de Seattle dans l'état de Washington. Sur place, elle a ensuite embarqué dans un bateau pour se lancer dans une croisière de 7 jours entre Seattle et l'Alaska. Je précise également que ce n'était pas non plus sa première croisière. Alors, le bateau dans lequel elle a embarqué était le Royal Caribbean Celebrity Mercury. C'était tout de même un assez grand bateau qui disposait de 12 ponts et d'une capacité de 2000 passagers. La cabine de Mary Ann était d'ailleurs très belle, elle se trouvait au 9e étage et avait une vue panoramique sur le pont. La compagnie de croisière, qui s'appelait donc Celebrity, organisait en fait des croisières sur des beaux bateaux et disons que c'était quand même assez chic. Je vous mets un extrait d'une petite vidéo promotionnelle de ce bateau en question pour que vous ayez un peu plus en tête ce à quoi ça peut ressembler. Ok, à présent parlons du début de la croisière. Donc le bateau est parti le vendredi 17 août et déjà à ce moment-là c'était le début des festivités.
Le soir même, une fête a eu lieu, tous les voyageurs y étaient, il y avait beaucoup de musique, beaucoup d'alcool, et donc clairement c'était un très bon début de vacances. Marianne, elle était donc seule, et il faut savoir que même si elle n'avait pas vraiment fait de démarche pour parler aux autres voyageurs, d'autres personnes cette soirée-là étaient venues à sa rencontre pour parler un petit peu avec elle. Vraiment, c'était les vacances, tout le monde parlait un petit peu les uns avec les autres. C'était vraiment un club de vacances, donc voilà, les gens étaient là pour faire de nouvelles connaissances, passer leur voyage, leur croisière avec d'autres personnes, faire des rencontres. Donc les gens allaient naturellement vers Marianne pour lui parler. Mais bon, on aurait quand même dit que le but de Marianne n'était pas vraiment de socialiser sur le bateau, parce qu'au bout d'un moment, eh bien, elle a préféré retourner dans sa cabine. Il faut aussi savoir que Marianne tenait un journal intime où elle racontait ses journées et son quotidien. Donc une fois dans sa cabine, eh bien, elle a commencé à écrire. En fait, on aurait vraiment dit que ce voyage-là, c'était un peu un endroit où elle avait envie de vivre une petite solitude, elle avait envie d'être bien, d'être toute seule et pas spécialement se mêler aux autres. Donc voilà, elle était plus dans une dynamique de rester seule. Mais donc pour vous reparler de ce soir-là, Marianne est donc dans sa cabine, seule, avec son journal, quand d'un coup, eh bien, la porte de la cabine s'est ouverte et un des intendants du navire est entré. Je pense que l'intendant pensait que la chambre était vide, c'est pour ça qu'il n'a pas toqué, et s'il venait, c'était pour déposer dans la chambre des serviettes propres, parce que Marianne en avait justement fait la demande un petit peu plus tôt dans la journée. Par contre, il faut savoir une chose, et ça c'est extrêmement important pour la suite de l'histoire. Si l'intendant a pu entrer dans la chambre comme ça, sans toquer, sans rien, c'est parce qu'il avait la clé de la chambre. Jusqu'ici, ok, ça paraît logique, dans les hôtels, les hommes, femmes de ménage ont la carte ou la clé de la chambre pour pouvoir faire le ménage. Mais ici, la particularité de la cabine dans le bateau, c'était qu'il n'y avait pas de verrou intérieur. Donc, peu importe si Marianne était à l'intérieur, elle ne pouvait pas mettre de sécurité pour que personne ne rentre. Donc, en soi, peu importe qui avait la carte, pouvait entrer sans même toquer, sans même demander la permission. Je trouve ça un petit peu bizarre, j'ai jamais vu ça dans les chambres d'hôtel ou quoi. Il y a toujours un verrou intérieur, au moins une petite chaînette à mettre pour que personne ne puisse entrer si on est dans la chambre. Mais voilà, ici, il n'y avait pas ça. C'est d'ailleurs quelque chose qui avait un petit peu inquiété Marianne, elle l'avait même écrit dans son journal. Voilà, elle se sentait pas bien dans sa chambre, elle n'avait pas l'impression de pouvoir faire ce qu'elle voulait, parce qu'au final, elle pouvait pas s'y enfermer. Donc voilà, c'est un détail, mais c'est vrai que c'était un petit détail qui entachait un petit peu ce côté solitude de son voyage. Elle pouvait pas se mettre totalement à l'aise. En tout cas, la nuit va tomber et la fille de Marianne va essayer de l'appeler, mais malheureusement, il n'y avait pas de réseau là où le bateau se trouvait. Donc évidemment, même quand elle l'a appelé, elle est tombée sur le répondeur de Marianne. On est en 2004, mais je pense donc que Marianne avait un téléphone portable malgré tout, et donc que sa fille a essayé de la joindre là, mais donc voilà, elle n'a pas réussi à parler à sa maman. Donc en soi, Marianne n'a même pas eu connaissance que sa fille l'avait appelée, et elle a simplement terminé sa soirée tranquillement dans sa chambre, et puis elle s'est endormie. À présent, parlons du lendemain matin, donc c'est-à-dire le samedi 28 août 2004. Marianne avait passé sa journée sur le navire à écrire et à se promener. Le soir, il y avait de nouveau une fête sur le bateau, mais encore une fois, Marianne a décidé de ne pas y participer, et à la place, elle est restée dans sa chambre pour lire un livre. Personnellement, quand j'étais plus jeune, j'ai fait une croisière avec mes parents, et je me rappelle que c'est vrai que la première grosse soirée qu'il y avait sur le bateau, donc voilà, peut-être le lendemain du jour où le bateau partait, c'était comme la plus grosse soirée parce que c'est là où tout le monde se retrouve vraiment pour la première fois. Il y a vraiment tout le monde qui fait la fête ensemble et c'est rare que des gens n'y aillent pas. Et je pense que le personnel de bord part du principe que là encore, tout le monde est à cette fête et il n'y a personne dans les cabines. C'est pour ça que vers 20h, 20h30, Marianne, qui était elle dans sa chambre, va encore une fois se faire surprendre par un steward qui a encore une fois ouvert la porte sans toquer. Donc là, ça va être la même chose que la veille. Au final, le steward va entrer, il va s'excuser, il dira qu'il pensait vraiment que la chambre était vide. Et voilà, Marianne n'a rien dit en soi, c'est pas la fin du monde. Oui, ça la mettait mal à l'aise. Mais bon. En tout cas, ce steward, après s'être excusé à Marianne d'être entrée sans frapper, lui a demandé si elle comptait aller au bal, ce à quoi elle lui a répondu que non. Après ça, Marianne a quand même profité que le steward soit là dans sa cabine pour lui demander s'il pouvait l'aider à commander le service de chambre. Donc en soi, elle voulait se commander à manger,
Mais là vient la première chose qu'on a jugée en tout cas étrange. En fait, Marianne a demandé à commander 2 sandwichs au lieu d'un seul. Ça peut donc laisser sous-entendre que peut-être elle attendait quelqu'un, ce qui semble tout de même étrange vu qu'elle y avait été seule sur ce navire et qu'elle avait vraiment l'air de vouloir rester seule. Ça en fait, ça a été un élément assez important dans cette histoire, c'est le pourquoi elle a commandé 2 sandwichs. Mais moi d'un autre côté, je me dis, elle est en vacances, peut-être que les sandwichs étaient petits, peut-être qu'elle avait une grosse faim, peut-être qu'elle voulait en garder un pour plus tard. Enfin, moi ça m'étonnerait pas qu'il en ait commandé 2 pour elle. Enfin, je vois bien, moi et Sean, parfois on est en mode, viens, on se fait beaucoup à manger, et comme ça on en a un petit peu si on veut grignoter le soir ou quoi. Ça arrive, et c'est pas pour ça qu'on attend une 3e ou 4e personne chez nous. Surtout que là, eh bien, comme je dis, elle était en vacances. Mais bon, je le précise quand même, elle a commandé 2 sandwichs, peut-être qu'elle attendait effectivement quelqu'un d'autre. En tout cas, je vous le dis directement, on n'a pas de réponse à ça, donc ça reste quelque chose de très flou. Ce qui est assez frustrant quand même dans cette histoire, c'est que ces 2 sandwichs pourraient être un élément d'enquête vraiment important, tout comme ça pourrait strictement rien dire. Là, pour en revenir à notre chronologie, après ça, eh bien, Marianne a proposé un pourboire au steward, mais il a refusé en disant que c'était son travail de l'aider. Par la suite, elle a donc été servie et un petit peu de temps après, sans vraiment savoir ce qu'il s'est passé dans la cabine, eh bien, elle a déposé son plateau vide devant sa porte pour que, évidemment, le service d'étage vienne le récupérer un petit peu plus tard. Quand je dis devant sa porte, je dis bien à l'extérieur, donc dans le couloir. J'imagine qu'elle a fait ça pour que personne ne rentre encore une fois dans sa chambre, elle a juste posé le plateau devant, comme ça, voilà, les gens avaient juste à passer, prendre le plateau et c'était fini. Par contre, Marianne semblait vraiment décidée à vouloir donner ce pourboire à ce steward et donc elle a quand même déposé dans un petit coin de sa chambre quelques dollars qu'elle comptait donc lui donner le lendemain. Là encore, c'est important de le préciser et je le répète, elle a préparé ce pourboire et elle comptait le donner le lendemain. Ça veut donc dire que elle l'envisageait un lendemain. Je dis ça parce que cette nuit-là va être la nuit de sa disparition. Après ça, il va y avoir énormément de théories. Mais voilà, ce pourboire est important dans toute cette histoire parce que ça prouvait qu'elle envisageait un avenir. Donc, gardez bien ça en tête pour le reste de l'histoire. En tout cas, on sait qu'après ça, elle s'est couchée. Le lendemain matin, donc le dimanche 29 août, le steward qui s'occupait donc de sa chambre est venu ramasser le plateau. Il est ensuite entré dans la chambre sans doute pour y faire le ménage ou pour y emmener des essuies propres, mais en tout cas à ce moment-là, il s'est rendu compte que Marianne n'y était pas. D'habitude, elle passe son temps dans sa cabine, mais donc là, le steward a été comme surpris cette fois-ci de ne pas la voir. Mais voilà, il s'est dit que sans doute elle s'était levée plus tôt pour aller se balader sur le bateau. Donc finalement, il ne l'a pas croisée de toute la matinée. Au final, le temps va quand même passer, le début d'après-midi va arriver et le steward va quand même être un petit peu perturbé parce que il avait croisé Marianne nulle part. Il était passé par les endroits où il savait qu'elle aimait bien se balader, mais elle n'était pas là. Il a alors décidé de fouiller tout le bateau afin d'essayer de la retrouver, mais clairement, il avait l'impression qu'elle était nulle part. Là, moi, je me suis quand même dit un petit truc, c'est bizarre qu'un steward soit autant investi directement au bout de quelques heures pour essayer de retrouver une passagère du bateau, alors que je le rappelle, il y avait 2000 personnes sur le bateau. Mais bon, peut-être qu'il aimait bien Marianne, c'est vrai qu'elle était différente des autres, elle restait tout le temps dans sa cabine, elle se mélangeait pas. Je comprends qu'elle a pu le marquer et donc qu'il ait été intrigué par le fait qu'il ne la trouvait nulle part. Mais en tout cas, il était de plus en plus inquiet et c'est là qu'il a pris la décision d'en parler à son superviseur et de lui dire que voilà, c'était bizarre, qu'il avait une mauvaise impression et que pour lui, c'était comme si Marianne avait disparu. Là, j'imagine qu'en faisant ça, eh bien, le steward avait pour but que son superviseur fasse quelque chose comme une annonce au micro ou un truc comme ça. Mais au final, eh bien, le superviseur n'a rien voulu faire. La journée est ensuite passée et le steward, toujours un petit peu perturbé quand même, a décidé de se rendre dans la cabine de Marianne pour voir si elle n'y était pas repassée. Mais voilà, en arrivant là, rien n'avait bougé. D'ailleurs, l'argent du pourboire qu'elle comptait lui donner était toujours là sur un petit coin de la table. Je précise que l'argent n'avait pas été mis sur un coin de table en mode « servez-vous, prenez-le ». Elle l'avait mis dans un petit coin où on sentait que
Elle l'avait mis de côté pour le prendre et le donner en main propre après au steward. Il n'était pas en évidence, simplement, oui, on voyait qu'il y avait quelques dollars à un moment donné dans un coin de table. En tout cas, encore une fois, la journée va passer et on va arriver au lundi 30 août. Le matin, eh bien, le steward va encore une fois se rendre dans sa chambre pour la nettoyer. Et c'est là qu'il va se rendre compte que son lit n'avait pas été défait depuis la veille. D'ailleurs, il y avait toujours le petit chocolat qu'il avait laissé sur son oreiller. Le lendemain, le mardi, ce sera encore la même chose. Il va aller dans sa chambre pour la nettoyer, mais rien n'avait encore bougé, le lit n'était pas défait et les chocolats commençaient à s'accumuler sur son oreiller. Il faut vraiment savoir que chaque matin, le steward allait voir son patron pour lui dire que Mary-Anne semblait vraiment avoir disparu et chaque matin, il était vraiment de plus en plus insistant jusqu'à ce que son superviseur le remballe complètement et lui dise « Oubliez ça et faites votre travail ». Après ça, il semblerait donc que plus personne sur le navire n'ait reparlé de Mary-Anne. À présent, parlons de sa famille qui, je le rappelle, n'avait pas la moindre idée qu'elle s'était lancée dans une croisière. En fait, la dernière fois qu'ils avaient eu des nouvelles d'elle, c'était le jeudi 26 août, donc la veille du début de croisière, la veille qu'elle prenne l'avion pour se rendre à Seattle. À présent, ça faisait donc déjà une semaine que sa fille n'avait pas de nouvelles de sa mère, et c'est vrai que là, ça commençait à faire long et elle commençait vraiment à s'inquiéter sérieusement. Elle a alors décidé d'appeler son grand-père, Kendall Carver, qui était le père de Mary-Anne, histoire de savoir si lui avait réussi à la contacter. Kendall non plus n'avait pas spécialement eu de nouvelles récentes de Mary-Anne, et donc il a décidé de l'appeler, mais sans jamais y arriver malheureusement. Il l'appelait en fait sur son téléphone fixe dans sa maison, et donc le fait qu'elle ne répondait pas montrait en tout cas qu'elle n'était pas chez elle. Tout le monde était alors assez inquiet et le père de Mary-Anne va décider de contacter le commissariat de police de Cambridge et d'y déposer un rapport de personnes disparues. Suite à ça, des policiers vont se rendre à la résidence de Mary-Anne et vont donc y faire un tour pour voir un petit peu ce qu'il s'y passait, si Mary-Anne était là, si elle n'était pas là, s'il y avait des signes d'effraction ou quoi que ce soit d'étrange à l'intérieur de son appartement. Mais bon, en soi, ils ont fait le tour et ils n'ont rien vu, il n'y avait pas de signe d'effraction, il n'y avait pas d'objet dérangé, enfin, ça se voyait qu'il n'y avait rien de spécial dans son appartement, tout semblait normal. Ils ont alors tout fouillé minutieusement, ils ont fouillé son ordinateur portable et ils ont également fait un tour du voisinage pour essayer de savoir si les voisins avaient vu ou entendu quelque chose, mais au final, personne n'arrivera à aider les enquêteurs. Et surtout, personne ne savait où se trouvait Mary-Anne. Au final, 3 semaines va passer sans que personne ne retrouve sa trace. La famille de Mary-Anne va alors se mettre à supplier le FBI de les aider et ils vont évidemment continuer à mettre une certaine pression sur les épaules des policiers de la ville de Cambridge, mais malheureusement, rien n'avançait. Mais enfin, au bout d'un moment, les enquêteurs vont commencer à faire les démarches pour enfin pouvoir accéder au compte bancaire de Mary-Anne et c'est enfin à ce moment-là qu'ils vont se rendre compte qu'elle avait acheté un billet pour une croisière en Alaska. C'est fou parce que s'ils avaient fait ça dès le début, ils auraient déjà gagné 3 semaines et auraient su directement où la chercher. Mais bon, déjà là, on va être content, c'était une première avancée dans cette enquête. En tout cas, à partir de ce moment-là, Ken Carver, qui était donc le père de Mary-Anne, a décidé de prendre contact lui-même avec l'organisateur de la croisière à laquelle sa fille avait participé. L'échange qu'il va ensuite avoir avec eux va être assez étrange. L'un des gérants lui a en fait répondu. Oui, elle était en croisière, mais ils ne savent pas si elle est descendue du bateau. À ça, Ken répondra alors: y a-t-il des images de surveillance de Mary-Anne pendant la croisière? Et à ça, l'entreprise de croisière répondra: non, il n'y a pas de vidéo, ça fait 3 semaines, donc ça a été effacé. À ce moment-là, Ken, il a senti une chose, c'est que l'organisateur de la croisière ne voulait absolument pas l'aider. Il a aussi compris que la police ainsi que le FBI n'avaient pas de juridiction sur le bateau de croisière et donc face à ça, il a pris la décision d'embaucher un enquêteur privé du nom de Tim Schmolder. Tim va alors se rendre sur le bateau au mois d'octobre 2004, donc 2 mois après la disparition de Mary-Anne. Sur place, il va alors s'entretenir avec le responsable des sinistres.
Tim, le détective, va également demander à parler au personnel de cabine. Parmi eux, il y avait d'ailleurs ce fameux steward qui s'était inquiété pour Mary-Ann et qui avait donc signalé sa disparition. Mais voilà, bizarrement, l'administration du bateau va formellement refuser que l'enquêteur privé puisse avoir une discussion, un échange avec ces stewards. De plus, quand Tim a demandé à parler au superviseur du bateau, donc c'est-à-dire l'homme qui avait dit aux stewards inquiets d'oublier ça et de se remettre au travail, l'administration va encore une fois refuser qu'il puisse s'entretenir avec lui et ils vont même dire que le superviseur était en fait pas du tout disponible, qu'il avait beaucoup de travail. Donc voilà, au final, Tim, notre enquêteur privé, n'avait pas vraiment le droit de parler au personnel de bord qui était pourtant là au moment de la disparition de Mary-Ann et qui pouvait donc être de parfaits témoins. Évidemment, c'était étrange, mais en tant qu'enquêteur privé, il n'avait pas de fonction légale et il pouvait donc pas les obliger à lui parler. Il a donc simplement parcouru le navire pour essayer de trouver des indices. C'est là qu'il va noter plusieurs choses. Déjà, les fenêtres des cabines se situant au 9e étage, donc là où Mary-Ann se trouvait, qui offrait donc une vue panoramique sur le pont du bateau, étaient en fait des fenêtres qui ne pouvaient pas s'ouvrir. Elles étaient complètement verrouillées, c'était impossible de les ouvrir à moins de les casser. Donc déjà ça, c'est une information extrêmement importante et ça enlève déjà une première hypothèse. En fait, jusqu'ici, on s'était dit que peut-être Mary-Ann, dans un geste désespéré, aurait pu se jeter de sa fenêtre et tomber directement dans l'eau. Mais donc, vu que les fenêtres ne s'ouvraient pas, c'était impossible. À ce moment-là, Tim va alors demander à un employé s'il pouvait visionner les images de vidéosurveillance du bateau, mais là encore, on lui répondra que c'était impossible car elles étaient supprimées toutes les 2 semaines. Par la suite, Tim va alors demander s'il pouvait parler à l'agent de sécurité du bateau, mais là encore, il va se prendre un refus et l'agent de sécurité dira qu'il n'avait pas le temps parce qu'il devait former de nouveaux employés. Donc au final, Tim n'a pas vraiment réussi à avoir plus de réponses. Et par contre, il sentira vraiment que sa venue n'était absolument pas appréciée. Il avait également une impression étrange qu'il se passait quelque chose sur ce bateau et que l'équipage en savait bien plus que ce qu'il disait. Alors, il faut savoir qu'à ce moment-là de l'enquête, il y avait une théorie prédominante. Mary-Ann aurait pu mettre fin à ses jours et l'entreprise qui gérait la croisière aurait tenté de le cacher pour essayer que ça ne fasse pas une mauvaise pub à l'entreprise. D'ailleurs, l'enquêteur privé va noter que si on partait de la cabine de Mary-Ann, il était facile d'aller vers l'ascenseur, de monter 2 étages et de se retrouver sur le pont le plus haut du bateau, donc tout au bord de l'eau. De là, il était donc facilement possible de se jeter et de mourir presque sur le coup. Mais bon, selon l'enquêteur privé, c'était aussi un endroit un petit peu caché où il était facile de tomber si on ne faisait pas attention, comme par exemple si on s'y baladait très tôt le matin ou très tard le soir. Mais comme je le dis, c'est aussi un endroit un petit peu caché. On sait que Mary-Ann aimait justement se balader dans les endroits où il n'y avait pas trop de monde et donc c'était un petit peu l'endroit parfait pour pousser quelqu'un par-dessus bord. Clairement, il n'y avait jamais grand monde là-bas, donc très peu de témoins. Il y avait évidemment des caméras de surveillance, mais les images avaient été supprimées, donc ça restait une possibilité. En tout cas, du côté de la famille, au mois de janvier 2005, Ken, donc le père de Mary-Ann, va décider d'engager des avocats venant du Massachusetts et de la Floride. Les avocats ont vraiment travaillé comme des acharnés. Et finalement, et ça a été une très grande avancée dans l'enquête et ça a été une très bonne chose, ils ont réussi à obtenir une assignation à comparaître pour les membres de l'équipage du bateau de croisière. Donc ça voulait dire que là, ils allaient être obligés légalement de parler. La police va alors récolter les dépositions de tous les membres et là, ça va vraiment être dingue parce que 2 stewards qui étaient sur le bateau vont confier qu'ils étaient bel et bien au courant de la disparition de Mary-Ann et que personne n'a rien fait. Le steward qui s'occupait de la cabine de Mary-Ann et qui a donc donné la toute première alerte va même répéter aux autorités qu'à chaque fois qu'il a répété à son superviseur qu'il s'inquiétait que Mary-Ann avait disparu, que ce n'était pas normal, et bien son superviseur lui a dit de ne plus y penser et de faire son travail. Clairement ici, ce steward dira à la police telle quelle que vraiment personne n'en avait rien à faire de la disparition de Mary-Ann. Mais attendez, parce que c'est vraiment pas tout ce qu'on va découvrir. Ce même steward va révéler qu'au bout de 2 jours, le personnel de bord était donc sûr et certain que quelque chose était arrivé à Mary-Ann et c'est à ce moment-là que le steward se rappelle avoir dit à son intendant « Que dois-je faire de ces affaires ?» Et l'intendant lui avait alors répondu
mettez-les dans un sac et mettez-le dans un casier. Et c'est tout. On parle clairement ici de dissimulation de preuves. Mais à partir de là, on avait donc la preuve que le personnel de bord avait caché la vérité et donc l'enquêteur privé de la famille de Mary-Ann va essayer d'un peu plus creuser et va finir par découvrir un échange de mails qui va révéler tout le processus de dissimulation des faits. Tout d'abord, dans un des mails, quelqu'un demandait « Avez-vous vérifié son compte à bord? A-t-elle effectué des achats ?» Ce à quoi un responsable avait répondu « Non, il n'y a eu aucun achat ». Après ça, il y a eu l'air d'avoir une vague enquête à bord au milieu de la croisière et on peut comprendre dans les mails qu'ils allaient regarder les caméras de surveillance. On comprendra aussi qu'ils comptaient consulter les données du pass maritime de Mary-Ann, mais au final, on ne trouvera pas de réponse concrète à tout ça dans les mails, donc on ne sait pas ce qu'ils ont ou pas découvert. Donc là, on a quand même la preuve qu'une petite enquête à bord avait eu lieu et qu'ils n'en avaient parlé à personne et qu'ils avaient regardé les caméras de surveillance. Donc on se dit qu'ils doivent avoir des réponses que nous, on n'a pas. Par contre, c'est là qu'on va découvrir la chose la plus dingue de tout ce qui s'est passé sur ce bateau. On va apprendre que si personne dans l'équipage ne parlait, que si tout le monde paraissait si mystérieux, c'était parce que le personnel de bord avait été contraint de signer un accord de non-divulgation. En fait, au moment de la croisière, lorsque tout le monde était convaincu que Mary-Ann avait bel et bien disparu, et une fois que l'enquête interne semblait avoir eu lieu, donc une fois qu'ils avaient consulté les images de vidéosurveillance, le superviseur du bateau avait alors appelé tous les stewards du navire dans son bureau. À ce moment-là, il avait donc dû brièvement leur expliquer la situation, et suite à ça, il leur avait alors demandé de signer un accord de non-divulgation pour qu'ils ne puissent pas dire ce qu'ils savaient. Donc ça, c'est extrêmement inquiétant parce que si on leur fait signer cet accord-là, c'est qu'il y a des choses à savoir, c'est qu'il y a des choses en plus et que c'est qu'il y a des choses très importantes. En tout cas, lorsque tout ça a été découverte, la compagnie de croisière, donc Celebrity, a décidé de faire une réelle enquête interne. Après cette enquête interne, il n'y a pas spécialement eu de réponse sur ce qui est arrivé à Mary-Ann. Par contre, et c'est quand même une bonne chose, le superviseur du bateau qui avait donc fait signer cet accord de non-divulgation et qui avait donc vraiment décidé de cacher toute cette histoire a été licencié. La compagnie de croisière a aussi essayé d'être de bonne volonté et se sont dit que si c'était effectivement un acte criminel, eh bien, ils ont essayé de comprendre qui aurait pu s'en prendre à Mary-Ann en pointant du doigt ceux qui avaient la carte qui ouvrait sa chambre. En fait, les enquêteurs se disaient que peut-être Mary-Ann avait été surprise dans sa chambre et que quelqu'un s'en était pris à elle à ce moment-là. Donc, la compagnie de croisière a essayé de chercher toutes les personnes qui pouvaient avoir la carte ouvrant la porte de sa cabine. Alors, déjà, il y avait le capitaine du bateau, le capitaine du personnel, et le directeur de l'hôtel qui se trouvait sur le bateau. Donc il y avait déjà ces personnes-là qui avaient la clé, la carte de toutes les chambres et qui pouvaient donc rentrer chez n'importe qui. Mais bon, en soi on se dit aussi que toutes les personnes un petit peu proches de ces trois personnes auraient pu très bien leur prendre une des cartes. Mais évidemment ce n'est pas tout, il y avait aussi tous les stewards qui s'occupaient de nettoyer les chambres qui avaient donc le pass qui pouvait toutes les ouvrir. Donc finalement, le fait de savoir qui possédait les clés n'a pas vraiment mené à grand chose parce que finalement, pas mal de personnes les avaient à disposition. N'importe qui aurait en fait pu ouvrir sa porte et par la même occasion potentiellement lui faire du mal. Donc ça déjà, c'était pas spécialement une avancée. Par contre, la compagnie de croisière a reconnu que Mary-Ann avait bel et bien disparu sur le bateau. Et déjà ça leur avait pris du temps, ils voulaient pas du tout le reconnaître. C'est seulement 5 semaines après la disparition de Mary-Ann que la compagnie de croisière a enfin déposé un rapport de personnes disparues auprès du FBI. Mais là encore, comme je vous l'ai dit, le FBI ne pouvait rien faire parce qu'il n'avait rien à voir dans la juridiction du bateau. En fait, les entreprises qui ont des bateaux de croisière ont souvent le siège de leur société dans un autre pays, souvent dans un pays africain ou dans des îles, etc., pour payer moins cher. Ça veut donc dire que le FBI ou même les enquêteurs américains n'avaient pas grand-chose à voir dans cette histoire, en plus du fait qu'ils étaient dans l'océan. Donc en soi, le FBI, comme je vous l'ai dit, ne pouvait rien faire et ça fait vraiment peur. C'est comme si on pouvait dire tout ce qui se passe sur un bateau reste sur un bateau. Et au final, on ne sait pas trop qui doit s'occuper de ça en cas d'acte criminel.
Ça fait vraiment peur et donc c'est ça aussi qui a vraiment été très triste pour la famille de Marie-Anne parce qu'au final, personne ne pouvait réellement les aider. Au final, les mois vont passer et on va même arriver au début de l'année 2005 et là, la famille de Marie-Anne restait encore une fois sans réponse. Kendall, son père, a alors décidé d'écrire au président et au conseil d'administration de la compagnie de croisière pour essayer de les interpeller, pour essayer de les toucher, pour qu'ils fassent quelque chose. Et il leur a vraiment dit qu'il avait besoin de réponses, qu'il avait besoin de savoir ce qui était arrivé à sa fille, parce que sans ça, il n'arriverait pas à faire son deuil ni à tourner la page. Ça va quand même porter ses fruits parce que un mois plus tard, la compagnie de croisière va lui envoyer une copie du rapport de sécurité du bateau. Rapport qui avait donc été rédigé au moment où Marie-Anne avait disparu. Le rapport disait notamment que le règlement de sécurité de l'entreprise n'avait pas été respecté au moment où Marie-Anne avait été portée disparue sur le bateau. Le rapport accusera d'ailleurs le personnel et notamment le superviseur de ne pas avoir correctement mis au courant le capitaine du navire et le bureau de sécurité de la situation. De plus, il sera écrit que les affaires de Marie-Anne n'auraient jamais dû être déplacées et les preuves découvertes sur les lieux de l'incident auraient dû être protégées, mais évidemment, ce n'a pas du tout été le cas. En tout cas, ce rapport prouvait bel et bien que le personnel de bord était en tort. Donc oui, en soi, c'était bien. Il y avait un rapport officiel qui montrait bien que le personnel était en tort, comme je vous l'ai dit. Mais après, qu'est-ce qu'on fait? Parce que la famille de Marie-Anne ne savait pas vraiment vers qui se tourner. Donc voilà, ils ont donné ce rapport à leurs avocats. Et les avocats ont essayé de monter un dossier pour pouvoir attaquer la compagnie de croisière officiellement. Kendall, donc toujours le papa, a de son côté décidé de contacter la garde côtière, la police et le FBI pour demander une mise à jour dans l'enquête. Mais bon, encore une fois de leur côté, rien n'a progressé. Par contre, les avocats ont donc dressé un dossier complet et grâce à ça, Ken a enfin pu intenter une action en justice contre la compagnie de croisière pour imprudence et négligence. Suite à ça, au mois d'août 2005, donc pile un an après la disparition de Marie-Anne, la lutte juridique est enfin devenue publique et l'affaire a alors été médiatisée. À peu près au même moment, la compagnie de croisière a fait une déclaration où il déclarait que Marie-Anne était malheureusement décédée. Comment ça se fait qu'ils ont déclaré ça à ce moment-là? Ils vont dire que la toute première enquête interne qu'il y avait eu à bord, vraiment au moment de la disparition de Marie-Anne, donc au moment où ils avaient un petit peu regardé les caméras de surveillance, tout ça, cette enquête avait finalement révélé que Marie-Anne était bel et bien décédée. Donc là vraiment, un an s'est passé et c'est seulement maintenant qu'ils le disent. C'est en fait le personnel de bord qui, je le rappelle, avait donc signé un contrat de non-divulgation qui a décidé d'enfin se livrer complètement aux enquêteurs. Ils diront alors que lorsqu'ils avaient visionné les images de vidéosurveillance du bateau, avant donc de les supprimer manuellement eux-mêmes, ils avaient pu voir que Marie-Anne avait sauté d'elle-même par-dessus bord. Donc là, c'est totalement dingue. Ça veut dire que depuis le début, il y a des images de vidéosurveillance qui montrent réellement Marie-Anne en train de sauter. On peut quand même se demander pourquoi ils n'en ont pas parlé plus tôt. Suite à ces révélations, la compagnie de croisière va décider d'écrire une lettre ouverte pour s'adresser au public, pour s'adresser à la famille de Marie-Anne, pour expliquer les conditions officielles de sa mort. Donc là, en soi, il semblait dire « oui, on a caché la vérité, mais là, enfin, on vous dit ce qui s'est réellement passé ». Je vous préviens, j'ai trouvé cette lettre extrêmement déplacée, voire dérangeante. Je vais vous en lire un extrait et vraiment j'ai trouvé ça dingue que la compagnie ait pu écrire ça. Madame Carver avait des problèmes émotionnels et avait déjà tenté de se suicider et semble s'être suicidée sur notre navire. La mort de Marie-Anne Carver est une horrible tragédie, mais il est regrettable qu'une compagnie de croisière, un complexe hôtelier ou un hôtel ne puisse pas faire grand-chose pour empêcher quelqu'un de se suicider. Donc là quand même, on dit 3 fois qu'elle s'est suicidée. Ça fait beaucoup de répétitions, comme s'il voulait vraiment qu'il n'y ait aucun doute là-dessus. Mais évidemment, comme vous pouvez l'imaginer, cette lettre a énormément énervé et attristé les proches, la famille de Marie-Anne. Parce qu'au final, personne sur le bateau la connaissait, ils n'étaient pas en mesure de dire si elle avait ou non des problèmes de santé mentale,
et ça paraissait aussi très étrange qu'il puisse être au courant que Marianne avait déjà tenté de mettre fin à ses jours dans le passé. Encore une fois, en fait, toute cette histoire paraissait louche. Suite à ça, Ken, donc toujours le père de Marianne, va déclarer que s'il s'agissait réellement d'un suicide, pourquoi est-ce qu'il ne montrait pas les images de vidéosurveillance? Pourquoi est-ce qu'il les aurait supprimées? Pourquoi est-ce qu'ils auraient tenu le secret pendant aussi longtemps? Clairement, si le personnel de bord avait pu montrer les preuves, ça aurait clos le dossier dès le début. Pourquoi est-ce qu'il se serait lancé dans une si grande lutte juridique alors qu'au final les choses étaient si simples entre guillemets? Ken va alors faire pas mal d'entrevues et suite à ça, il dira qu'il existe un réel problème avec l'industrie des croisières. Je sais pas si vous-même vous l'avez déjà remarqué, mais il existe quand même pas mal d'histoires dans ce genre où des personnes disparaissent totalement sur des bateaux de croisière. Et à chaque fois, c'est vraiment la même chose. Personne ne semble savoir ce qui est arrivé à la personne disparue et le dossier est au final très vite clos. Ken va alors vraiment décider de réagir, va vraiment vouloir faire changer les choses. Il va donc contacter 4 familles ayant elles aussi vécu ce genre de drame, avoir perdu un proche sur un bateau, et ensemble, ils vont décider de fonder le 1er janvier 2006 une organisation appelée l'International Cruise Victims pour venir en aide à d'autres familles qui vivent la même histoire. Ils se sont également donné pour mission de pénaliser les entreprises proposant des croisières et qui choisissent de commettre des actes illégaux, comme par exemple la dissimulation de preuves, et qui ne prennent pas les mesures nécessaires en cas de crime sur leur bateau. Quand je dis crime, on ne parle pas seulement de meurtre ou de disparition. Il faut savoir quand même qu'en dehors de ça, sur les bateaux de croisière, il y a d'autres crimes qui sont commis, comme des agressions sexuelles ou des agressions tout court. Ce genre de crime est vraiment commis chaque année, c'est vraiment atroce et malheureusement très souvent ça reste impuni. Sur le site web de l'International Cruise Victims, on peut alors y retrouver le visage de toutes les victimes dans le but qu'on ne les oublie pas, mais aussi dans le but qu'un jour l'enquête soit réellement relancée. L'organisation essaye vraiment de sensibiliser le public aux risques potentiels ainsi qu'aux droits et protections auxquels les passagers renoncent pour voyager sur un bateau de croisière. On ne le sait que très peu au final et c'est donc très important de se renseigner par rapport à tout ça avant d'embarquer sur un bateau. En 2014, l'association a tenu à dire que le nombre de victimes était croissant et que plusieurs personnes venant de 19 pays différents avaient été portées disparues sur des bateaux. En 2015, une décennie après la disparition de Marianne, le sénateur du Connecticut et le sénateur du Massachusetts ont décidé de présenter une nouvelle loi qui visait à protéger les passagers des croisières, qui a été une véritable victoire pour l'association. De plus, les entreprises de croisière ont garanti que des améliorations avaient été mises en œuvre depuis qu'une loi avait été votée pour tenir responsables les compagnies maritimes au cas où un crime se passerait sur leur bateau. En tout cas, au final, je pense vraiment qu'on peut dire que Ken Carver, le père de Marianne, s'est battu corps et âme pour sa fille, mais également pour toutes les autres victimes dans son cas. Pour vous dire à quel point c'était un homme gentil, prévenant et aidant, quand il a dû vider l'appartement de Marianne, il a décidé de faire don de toutes ses affaires à des associations caritatives et il a seulement gardé pour lui les objets vraiment personnels de Marianne comme un souvenir. D'ailleurs, le 7 avril 2017, Ken Carver a reçu le prix Ronald Reagan pour le récompenser pour son leadership, sa vision et son innovation en matière de politique publique qui profite aux victimes d'actes criminels. Et je pense sincèrement qu'on peut dire que c'est un prix qu'il a amplement mérité. Mais pour reparler de cette affaire de la disparition de Marianne, je pense que ce qui est vraiment frustrant ici, c'est qu'au final, on n'a pas énormément de réponses sur ce qui lui est arrivé. Bon, la plupart des gens pensent que Marianne a réellement sauté du bateau pour mettre fin à ses jours et que la compagnie a voulu cacher les faits pour éviter un scandale. Mais d'autres personnes pensent tout de même qu'elle aurait pu être victime d'un acte criminel. Ça reste quand même assez étrange parce qu'elle avait acheté son billet d'avion retour pour rentrer chez elle. Elle avait aussi préparé sa petite monnaie, son pourboire pour le donner le lendemain à son steward. Donc ça prouvait qu'elle imaginait tout de même un avenir et ça paraît donc un peu plus bizarre qu'elle ait réellement voulu se jeter à l'eau. Par contre, il y a encore une dernière chose que je vous ai pas encore dit et qui montre à quel point la compagnie de croisière veut vraiment que tout le monde croie à cette histoire de suicide. En fait, ils vont révéler encore
un peu de temps après tout ça, qu'ils avaient en réalité trouvé une lettre d'adieu dans la cabine de Marianne, lettre où elle disait donc clairement qu'elle voulait mettre fin à ses jours et donc où elle disait au revoir à ses proches et aux gens qu'elle aimait. Donc avec ça, la compagnie disait « On a vu les images de vidéosurveillance où elle se jetait par-dessus bord, on a trouvé une lettre où elle disait adieu, c'est la preuve qu'elle a bel et bien voulu mettre fin à ses jours. » Mais ce qui est encore une fois très bizarre, c'est qu'on n'a pas les images de vidéosurveillance et cette lettre d'adieu n'a jamais vraiment été publiée et elle n'a jamais vraiment été vue. C'est donc quand même difficile d'arriver à les croire complètement. En tout cas, personnellement, je suis persuadée que quelqu'un sait quelque chose de plus. D'ailleurs, ça se voit que le personnel de bord fait vraiment tout pour essayer de donner l'impression qu'il s'agissait d'un suicide. Mais en tout cas, la façon dont la compagnie a traité l'affaire laisse réellement penser qu'ils avaient quelque chose à cacher. En tout cas, et malheureusement, Ken Carver est finalement décédé le 30 décembre 2019 et n'a donc jamais su réellement ce qui est arrivé à sa fille. Voilà, c'est comme ça que se termine cette affaire. Faites attention à vous quand vous partez en voyage, peu importe où, peu importe les moyens. C'est important de se renseigner pour sa propre sécurité. Parfois, on a l'impression que ça n'arrive qu'aux autres. Mais je trouve que vaut mieux prévenir plutôt que juste ne rien faire et attendre qu'il arrive un drame. En tout cas, n'hésitez pas à me dire en commentaire, vous, quelles sont vos théories par rapport à Marianne, tout ce que vous pensez de toutes ces industries de la croisière, si ça vous fait peur ou si au final ça ne vous touche pas tant que ça. Voilà, n'hésitez pas à me dire, dites-moi aussi si vous avez déjà fait des croisières, si vous vous sentiez vous en sécurité, là aussi ça m'intéresse. Donc voilà, n'hésitez pas non plus à mettre des petits pouces en l'air à la chaîne, à vous abonner aussi à mon compte Instagram si vous en avez envie. Et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!